Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal depuis le début des vacances, donc voilà, bienvenue à vous. Je m'appelle Maureen, je viens de passer cette année l'agrégation de lettres classiques, si jamais ça vous intéresse, j'ai plein de vlogs sur ça. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo dont l'idée m'a été donnée par une abonnée. Je vais réagir à des préjugés, des a priori, des idées reçues qu'on pourrait avoir sur l'agrégation pour un petit peu vous dire qu'est-ce que j'en pense et en l'ayant passé, est-ce que je suis d'accord avec ces préjugés ou non. Petit disclaimer, c'est mon avis, ça part de mon expérience personnelle et je pense que d'autres agrégatifs et agrégatives seraient pas forcément d'accord avec moi sur tout. Ça va être un petit peu moi, comment j'ai vécu l'agrégation et mon avis sur ces préjugés là. J'espère que vous trouverez cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à me poser plus de questions dans les commentaires et si vous avez aussi passé l'agrégation à donnez votre avis sur certains de ces préjugés. Je veux pas que les commentaires deviennent un champ de bataille. Le but de cette vidéo, c'est de répondre à des questions qu'on me pose souvent. Donc voilà, le but c'est toujours d'être dans l'entraide, le soutien, etc. Ma chaîne c'est un endroit d'entraide et de soutien entre étudiants et entre personnes tout court. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est pas de créer un espace négatif, au contraire c'est plutôt de discuter à cœur ouvert de certains sujets qui sont importants pour les étudiants de lettres et en général quand on considère passer un concours de l'enseignement. Voilà donc pour le disclaimer. J'ai noté dans un cahier et sur mon téléphone les différentes idées reçues que vous avez partagées avec moi sur Instagram. Voilà, c'est un petit peu de debunk tout ça, de démystifier un petit peu tout ça. Pour rappel, l'agrégation c'est un concours de l'enseignement, c'est un concours de recrutement pour les professeurs du secondaire, collège, lycée. On la prépare pendant un an et on passe des écrits et si on est reçu aux écrits des oraux. Qui voilà, permettent à l'éducation nationale de recruter des professeurs. Parfois il faut plusieurs années pour la passer parce que c'est un concours assez exigeant, mais on va reparler de tout ça. Voilà un petit peu la définition de l'agrégation. Un des premiers clichés qu'on entend souvent sur l'agrégation, c'est que c'est impossible d'avoir l'agrégation du premier coup. C'est une des idées reçues qui est revenue le plus grand nombre de fois. C'est vrai que comme c'est un concours quand même assez difficile, il faut parfois le retenter et il n'y a pas du tout de honte à devoir le passer en plusieurs fois. Moi je suis passée entre les gouttes du filet, j'avais tout pile le nombre de points pour être admissible aux écrits et j'avais une dizaine de points supplémentaires pour passer les oraux, donc je suis passée entre les gouttes du filet. J'aurais pu très bien devoir la repasser si j'avais eu un point de moins à une de mes notes à l'oral. Donc oui, c'est un concours assez difficile et c'est assez difficile de l'avoir du premier coup. Si vous voulez un ordre d'idée, cette année il y avait 71 postes ou 72, il y avait environ une centaine d'admissibles et ils ont pris 66 personnes. Donc ils n'ont pas rempli leur quota, ce qui signifie que ce qu'ils attendent c'est un certain niveau et donc ils sélectionnent les gens pas pour remplir des places mais vraiment parce qu'ils considèrent qu'on a le niveau pour acquérir le poste. Donc est-ce que c'est impossible de l'avoir du premier coup? Non, mais c'est assez difficile, c'est vrai. Ça demande beaucoup de travail mais c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Du coup ça me permet d'enchaîner sur une autre idée reçue et qu'on m'a aussi beaucoup soumise, qui est que ceux qui ont fait prépa, donc Hippocagne-Cagne, sont favorisés par rapport à ceux qui étaient à la fac, ou en tout cas que c'est pas possible de l'avoir si on n'a pas fait prépa et que c'est un concours qui est inaccessible aux élèves moyens ou moyens plus et qu'il faut être excellent à la base avant d'avoir l'agrégation. Alors, c'est lié à la question précédente parce que, tout d'abord, pour avoir l'agrégation, on peut la passer plusieurs fois. Donc je dirais que les élèves moyens plus et excellents vont peut-être avoir plus de chances de l'avoir la première fois, mais des élèves moyens plus peuvent très bien l'avoir la deuxième ou la troisième fois. Parce qu'en fait on progresse énormément pendant l'année de préparation. Pour moi c'était surtout en langues anciennes que j'ai progressé parce qu'en fait on fait tellement d'exercices et l'exercice en soi qu'on nous demande, enfin les versions et les thèmes sont tellement durs parce qu'il faut aller vite, il faut être précis, il faut être juste dans nos traductions et tout, que on progresse forcément. Donc
le progrès peut être plus ou moins rapide, en fonction aussi des bases qu'on a déjà avant. Mais voilà, c'est tout à fait possible à mon avis de réussir l'agrégation si on est considéré comme moyen, moyen plus. Après ça veut dire quoi moyen, moyen plus? Parce qu'en fait il y a des compétences qui sont requises, qui sont pas forcément intellectuelles, on va dire. C'est-à-dire que pour avoir l'agrégation, il suffit pas juste de connaître son latin, de savoir faire une disserte. C'est des prérequis importants, mais il y a des compétences qui sont nécessaires et qui sont aussi pas forcément évaluées à l'école. C'est vrai que pour les écrits, on va vérifier qu'on maîtrise nos langues anciennes et tout, mais pour les oraux, il faut quand même aussi des compétences orales, évidemment, c'est les oraux. Donc il faut être capable de parler avec assurance, il faut être capable d'organiser un plan rapidement, par exemple pour la leçon, il faut avoir un bon esprit de synthèse. Et je pense que ça, c'est des forces que certains n'ont pas forcément. Moi, par exemple, j'ai un esprit de synthèse, enfin, c'est vraiment, il me faut beaucoup d'efforts pour élaborer un plan, être sûre d'avoir tout mis et tout. Moi, je suis plutôt douée pour aller en profondeur dans les choses, mais pour synthétiser, j'ai beaucoup plus de mal. Et donc voilà, ceux qui sont très forts pour la synthèse et qui sont très rapides ont aussi un avantage sur les gens qui sont très bons ou très cultivés, etc., mais qui n'ont pas forcément cette rapidité. Par rapport à l'idée reçue qu'il faut avoir fait prépa pour réussir, encore une fois, je pense qu'il y a des avantages à avoir fait prépa et il y a des avantages à avoir fait la fac avant l'agrégation. Alors l'avantage d'avoir fait prépa, à mon avis, c'est qu'on est surentraîné pour les oraux, même si honnêtement, dans les 2 ans de master, j'ai l'impression que j'ai perdu quand même en efficacité, en rapidité, en réactivité et tout ça, parce que en prépa, en 1 heure, on devait faire une dissertation de philo, par exemple, pour l'école. Et j'avoue que à la fin, on est super rapide à la fin et on y arrive à peu près bien. Mais c'est vrai qu'en 2 ans de master, on perd un peu la main. Mais ça revient plus vite et c'est vrai qu'on est aussi plus habitué du coup à s'exprimer à l'oral, à devoir s'adapter à des questions déstabilisantes, à savoir un petit peu comment réagir à certaines situations qui peuvent se présenter. Et on est aussi peut-être, mais ça je ne suis même pas sûre, un tout petit peu plus habitué aussi aux exercices parce que, bon, après j'ai pas fait la fac, donc je sais pas combien de dissertations de français par exemple en licence on fait faire aux étudiants, on n'en fait pas du tout en master. Mais des dissertations de français pendant la prépa, on en fait un certain nombre et du coup on a la méthode. Moi j'ai eu un petit peu du mal au début, parce que au début de l'année là pour l'agrégation, parce que justement j'avais un petit peu oublié certains éléments de la méthode pendant le master, parce qu'on n'a pas du tout fait de disserte. Mais ça m'est revenu heureusement avant le concours à force de faire des erreurs cette année. Mais voilà, c'est vrai que on est plus habitué aux exercices et on a plus d'entraînement. Après, là où je pense que les étudiants qui viennent de la fac pour passer l'agrégation ont un avantage, c'est dans le fait que eux, ils vont avoir été plus formés aux langues anciennes et aux différents auteurs et à la littérature antique, parce qu'en fait en prépa on avait 4 heures de grec, 4 heures de latin ou 5 heures de latin, je sais plus, et c'est tout. Alors qu'en licence, en licence de lettres classiques, on fait surtout des lettres anciennes, de la littérature antique et du latin et du grec. Et du coup, il y a aussi des séminaires sur tel ou tel auteur. Donc, je sais pas, c'est possible que la plupart des étudiants qui étaient à la fac et qui préparent l'agrégation ont déjà eu un cours d'1 semestre entier consacré entièrement à Homère, consacré entièrement à Platon, consacré entièrement à Cicéron, etc. Alors que nous, on traduit énormément, mais des textes courts, ce qui fait qu'on voit beaucoup de grec et de latin, mais pour la littérature, on a un petit peu plus de mal à commenter, parce qu'on n'a pas d'épreuve de commentaire au concours de l'ENS, en tout cas à l'écrit. Donc voilà, on est un petit peu moins, comment dire, je dirais, cultivé au niveau des connaissances de littérature antique qu'il faut avoir, parce qu'on est habitué à faire du hors-programme et à voir plein de textes courts et à devoir s'adapter à des textes courts, mais quand il s'agit d'étudier une œuvre ancienne en entier, moi j'ai eu beaucoup plus de mal, parce que on n'a pas les mêmes compétences et les mêmes connaissances
et qu'on n'a jamais fait ça, alors que ceux qui étaient à la fac, ben eux pour le coup ils ont déjà travaillé des auteurs pendant un certain temps. Ce qui fait que c'est un véritable avantage pour les oraux parce que vraiment moi c'était l'épreuve qui m'a le plus déstabilisée et que j'ai trouvé la plus dure, l'épreuve sur programme en grec et latin. Et du coup voilà, pareil pour ce qui est de l'ancien français en général, les étudiants qui sont passés par la fac en ont fait au moins un semestre, nous pas du tout. Alors à l'exception près que moi j'étais à Strasbourg en prépa et la fac de Strasbourg, pour qu'on ait les ECTS et l'équivalence de la licence de la L3, ils demandaient à ce que les cubes passent des partiels d'ancien français, mais bon, on a un cours une fois, on doit apprendre tout seul. Et donc on a ouais, des bases mais très bancales et tout, et on a appris juste pour le partiel, donc on n'a pas vraiment fait de l'ancien français quoi. Donc pour l'épreuve d'ancien français, je pense que ceux qui ont été à la fac sont vachement plus aidés que ceux qui étaient en prépa. Donc voilà, c'est un petit peu, pour moi il y a des avantages aux deux à avoir fait prépa et la fac, mais c'est pas du tout impossible d'avoir l'agrégation en ayant été toute sa scolarité dans le supérieur à la fac. Parce qu'il y a aussi des très bons profs à la fac. La seule différence, c'est qu'on est sûrement plus entraîné et habitué aussi au rythme de travail que les gens qui étaient à la fac, même si il me semble que les licences de lettres classiques sont quand même assez chronophages et exigeantes. Mais oui. Et un autre avantage peut-être qu'ils ont sur nous, c'est que même s'il y a les 2 ans de master, qui sont aussi stressants à cause des mémoires et tout, ils sont peut-être un petit peu plus frais que nous quand ils arrivent à l'agrégation, parce que je m'en rendais pas forcément compte, mais j'étais vraiment épuisée de mes 3 années, 4 mois, mais normalement c'est 2 ou 3, de mes 3 années de prépa, et j'ai eu beaucoup de mal à reprendre le rythme rapide et travail de l'agrégation, parce que j'avais saturé pendant la prépa. Donc peut-être que en étant à la fac, on est un peu plus frais quand on arrive en agrég, ou peut-être que pour certains, au contraire, c'est encore plus difficile de s'imposer un rythme comme ça parce qu'on a l'habitude du rythme un peu plus fluide de la fac. Bon, ça dépend des gens, je pense. Mais à mon avis, il y a l'idée reçue qu'il faut absolument avoir fait prépa pour réussir l'agrégation, elle est fausse, parce qu'on n'acquiert pas les mêmes compétences et on en acquiert dans les deux formes de formation, dans les deux types de formation, que ce soit à la fac ou en prépa. Ensuite, un autre cliché qu'on m'a dit, c'est qu'il y a de la compétition entre les camarades de classe, et avec ça je suis pas du tout d'accord. On nous a dit dès le début de l'année, l'agrégation c'est pas un concours qui se passe seul, qui se prépare seul, et on va beaucoup plus loin quand on est à plusieurs. Et en fait, moi j'ai pas du tout eu l'impression de ce genre de compétition, que ce soit entre les camarades dans ma propre classe. Au contraire, il y avait une bonne ambiance et les gens se soutenaient et tout. L'entraide, c'est même crucial, quoi. J'ai aussi remarqué pendant les oraux que tout le monde se soutenait aussi et souhaitait aux autres de réussir les oraux. Et c'était des assez beaux moments, les discussions que j'ai eues avec les gens qui ont passé les oraux en même temps que moi. C'était vachement chouette de se soutenir les uns les autres, parce que bah voilà, des fois on n'avait pas le sujet qu'on voulait, on était tous stressés quand on arrivait à la prépa, au collège, c'est dans un lycée ou dans un collège, je sais plus, quand on arrivait dans l'établissement où on passait les oraux et tout, et pour moi les oraux c'était vraiment une aventure humaine aussi, et pas juste des examens quoi. C'était vraiment assez beau au niveau humain. On s'est tous retrouvés aussi ma promo le soir de la fin de la 2e semaine. On a fait un petit goûter et tout, un petit apéro pour célébrer le fait que c'était fini. Enfin voilà, pour moi l'histoire de la compétition c'était pas le cas dans mon expérience. Je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Et on passe aussi une bien meilleure année quand on s'entend bien dans la classe et entre
entre agrégatifs. C'était aussi pour ça que j'ai parlé d'agrégation sur la chaîne, c'était pour qu'on ait cette petite communauté bienveillante de gens qui passaient l'agrégation et d'étudiants en général, parce qu'on a besoin de soutien quand on passe ces concours, et pour moi c'était vraiment la plus belle chose et la plus encourageante de recevoir vos messages, vos encouragements, vos félicitations et tout à différents moments de l'année. Et voilà, je pense que vraiment l'entraide c'est super important pendant l'agrégation. Ensuite, une autre idée reçue, c'est qu'il faut, comme en prépa, Hippocane, Cagne et tout, c'est qu'il faut sacrifier complètement sa vie sociale et ses loisirs, ses passions pour réussir l'agrégation. Pour répondre à cette question, je dirais que il faut passer beaucoup de temps à travailler, mais que, enfin pour moi c'était mon cas, je pense que je n'aurais pas réussi l'agrégation en une fois si je m'étais complètement restreinte au niveau de mon temps pour moi, de mes loisirs et tout, et que j'avais juste fait l'agrégation, juste travaillé, fait du grec, fait du latin, fait du français. J'aurais pas tenu toute l'année, j'aurais pas été heureuse, et du coup au niveau de la santé mentale j'aurais vraiment galéré, et je pense que j'aurais saturé et que j'aurais pris le concours en grippe. Et le truc c'est qu'on se dit toujours qu'on va certainement devoir le passer une deuxième fois, et je suis pas passée loin, et donc il faut qu'on garde de l'énergie entre guillemets pour l'année suivante, même si tout le travail qu'on fournit la première année, c'est du travail qu'on n'a plus à fournir l'année suivante. Mais je pense que c'est super important, au contraire, de garder du temps pour soi, pour être avec des amis, pour faire sa passion, avoir des loisirs, faire, je sais pas, du sport, de la musique. Moi, c'était beaucoup la chaîne. Donc je pense que c'est vraiment super important d'avoir du temps pour soi et de rester spontané aussi. Après ça dépend du fonctionnement de chacun. Moi j'ai tendance à faire des programmes de semaine super précis et puis je les suis jamais. Donc en fait au bout d'un moment pendant l'année je me suis dit bon laisse tomber ça. Je me suis dit tu travailles 5 heures par jour minimum. Donc ça contenait les cours, donc les jours où j'avais 8 heures de cours, si j'avais envie je travaillais le soir à la maison et je révisais, si j'avais pas envie je le faisais pas. Et il y a des jours où j'avais que 2 heures de cours, donc je travaillais au moins 3 heures en plus, mais je me gardais du temps dans ma journée pour faire ce que je voulais. J'ai fait plein de promenades aussi, j'ai beaucoup marché, je me suis beaucoup aérée, j'allais me poser dans des parcs à Paris, j'allais à la librairie, j'allais voilà, faire des choses qui me prenaient pas la tête et qui me rafraîchissaient l'esprit en fait, et qui me permettaient de souffler, de me déconnecter et tout, et je le faisais assez régulièrement. Ma mentalité c'était de me dire j'ai pas envie d'attendre après l'agrégation pour être heureuse. J'ai fait 1 an de thérapie pendant le M2 et je me sentais super bien à la fin du M2, pendant l'été. Là, l'été du M2, c'était vraiment le meilleur été de ma vie, même à partir d'avril, on va dire, quand j'ai eu vraiment tous mes déclics. Après, j'étais super bien et j'avais pas envie de sacrifier tout le travail que j'avais fait sur moi pendant cette année-là pour retomber dans les travers que j'avais pendant la prépa. Et je pense que c'est aussi super important la manière dont on s'adresse à soi-même et dont on se parle pendant l'année. Et voilà, en prépa, j'étais beaucoup à me dire, peut-être moins en cube parce que je maîtrisais un peu mieux, mais en prépa, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, on se dit tout le temps qu'on est nul, on se dit tout le temps qu'on progresse pas, on se dit tout le temps que on n'a pas le niveau, qu'on va pas y arriver, et ce genre de discours super négatif, c'est ça qui fait qu'on perd du temps, qu'on perd confiance en soi, et ça nous empêche de réussir à notre plein potentiel. Et j'avais peur de retomber là-dedans. Je suis retombée un petit peu pendant les oraux parce que c'était vraiment très dur. Niveau syndrome de l'imposteur, c'était horrible. Mais pendant toute la période jusqu'au résultat des écrits, j'étais bien et j'étais heureuse, et j'ai passé une année assez bonne, j'ai passé du temps avec mes amis, j'ai des bons souvenirs, et j'ai pas juste grind et foncé et travaillé tout le temps, et du coup je le regrette pas du tout, même si ça veut dire que j'ai eu une un peu moins bonne place au classement. Ça change rien pour moi dans ma tête. Je pense qu'on peut faire les deux. On peut préparer l'agrégation et être heureux en même temps, même si évidemment ce sera pas le bonheur, le grand bonheur tous les jours, la joie et tout. Il y a des jours où j'avais pas envie de me lever, j'avais pas envie de travailler, j'avais
beaucoup de mal à me motiver, ça arrivait, même si vous l'avez un peu moins vu sur la chaîne parce que je voulais que mon contenu soit motivant. Vous l'avez peut-être plus vu dans les derniers vlogs où j'étais vraiment au bout de ma vie. Ouais, voilà, c'était important pour moi de prioriser ma santé mentale et mon bonheur. Ensuite, j'ai eu un autre cliché que j'avais jamais trop entendu, mais c'est pertinent, enfin je veux dire, ça me choque pas non plus que ça existe, cette idée reçue. C'est que l'agrégation c'est réservé aux Parisiens, que si on vient de province on peut pas réussir. Alors ça, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. La preuve, c'est qu'il y a des provinciaux qui ont été très bien classés cette année, notamment une fille que j'ai rencontrée, coucou si tu regardes la vidéo, qui venait de Toulouse et elle a été très bien classée. Donc non, pour moi c'est pas du tout le cas. C'est vrai que on a des très bons profs en région parisienne, mais il y a des très bons profs aussi ailleurs. Pareil pour le cliché que il y a que la Sorbonne qui prépare bien, c'est pas vrai non plus. C'est vrai qu'on est bien préparés. Nous cette année on était quand même assez nombreux, on était à peu près 35 il me semble quand on avait les grammairiens avec nous. Du coup c'était un peu différent de d'autres facs où ils sont beaucoup moins nombreux. Par exemple à Nanterre ils sont super chouchoutés parce qu'ils sont une petite dizaine quoi. Du coup on peut passer beaucoup plus de colle, on peut les professeurs vont aller beaucoup plus en détail dans les corrections et tout, même si je peux pas dire que nos correcteurs aient chômé cette année, mais venir d'une petite fac avec une prépa où vous n'êtes pas nombreux, ça peut aussi être un énorme avantage parce que du coup vous êtes plus proche des profs, vous êtes aussi moins nombreux et du coup ça peut aussi créer un esprit de groupe beaucoup plus fort et je pense que ce cliché de si on vient de province ou si on vient pas de la Sorbonne on peut pas réussir l'agrég ou de l'ENS d'ailleurs, c'est pas vrai. Par rapport à ce cliché aussi, on m'a dit que les Parisiens sont fortement avantagés à cause des coûts, des activités culturelles, de la qualité des enseignants. Alors qualité des enseignants, j'en ai parlé, c'est pareil partout je pense. Tous les profs de fac sont censés être de bons enseignants et de bons chercheurs et des spécialistes reconnus. Par rapport aux coûts, alors ça c'est vrai par contre, parce que pour les oraux il faut se déplacer. Et c'est vrai que quand on vient de loin, oui, ça fait cher parce qu'il faut payer son train, il faut payer son hôtel pendant une semaine, il faut payer la nourriture, le métro si on n'a pas un hôtel à 2 pas de là où on passe les oraux. Voilà, c'est vrai que pour ça, c'est pas pratique d'être pas parisien et c'est pas juste, je trouve, c'est complètement injuste. Cette année, ils ont monté Médée à la Comédie Française, donc ça c'était intéressant de le voir par rapport au programme. Il y avait beaucoup de choses sur Proust aussi, mais je sais pas si c'était que à Paris, mais il y avait pas mal de choses sur Proust aussi parce que c'était le centenaire de sa mort. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités culturelles qui permettent un petit peu d'apporter des compléments qu'on peut mobiliser aux oraux ou dans sa disserte, mais pour moi c'est assez minime. J'ai pas non plus eu le temps de faire 50 000 pièces de théâtre cette année, ni le budget d'ailleurs, donc ça n'a pas changé grand chose. C'est vrai que c'est sympa le cadre parisien pour préparer l'agrégation parce qu'on a accès à quand même énormément de culture, qu'on peut aller voir beaucoup de choses, mais je pense que c'est le cas un peu partout et que si vous venez passer un week-end à Paris pendant une des vacances par exemple et que vous enchaînez un petit peu les expos et tout, vous pouvez rattraper votre retard sur les Parisiens. Même si c'est un peu un budget aussi quoi de venir passer le week-end à Paris. Un autre cliché, c'est qu'il faut travailler tout l'été précédent pour s'en sortir. Donc là on revient un petit peu sur la question de l'investissement de temps. On m'a aussi demandé combien de temps par jour et par semaine il faut travailler. Donc ça j'avais répondu, moi je passais à peu près, minimum 5 heures par jour et après c'était du bonus. Évidemment il y a des périodes de rush, par exemple les 3 semaines avant les écrits, là je travaillais je pense 9 heures, 8 heures par jour. Et après la période juste avant les oraux aussi, tout le mois avant les oraux c'était tout le temps, toute la journée, quasiment. Je pense pas non plus qu'il faut travailler tout l'été avant, et je pense que tous les agrégatifs et les agrégatives vous diront la même chose. Il faut se reposer aussi pendant l'été avant, et l'été entre les années d'agrégation si vous la passez plusieurs fois, parce que c'est épuisant une année d'agrégation, et il faut absolument se reposer l'été précédent, bien dormir, se plonger dans les œuvres.
mais pas commencer à faire tout de suite 15 000 trucs, 15 000 leçons, à apprendre par cœur tout le vocabulaire des œuvres anciennes et tout. J'ai une vidéo où je vous propose des pistes de travail pour l'été sur la chaîne, mais je recommande pas du tout de passer toutes ces journées l'été à le faire parce que vous allez arriver, vous allez être épuisé. Ce que je recommande principalement, c'est de lire les œuvres, de ficher la structure des œuvres surtout, pour se repérer plus facilement après dedans, de remarquer vous ce qui vous plaît et ce qui vous parle dans ces œuvres, parce que c'est le plus important maintenant que j'y réfléchis, c'est de bien maîtriser les œuvres de manière personnelle. Moi j'ai tendance à ne pas faire confiance à mes capacités d'analyser tout, et à plutôt aller lire des articles, et je pense que je m'en serais mieux sortie aux oraux si plutôt que de lire de la critique, j'avais commenté et recommenté certains passages des œuvres. Donc voilà, je vous conseille plutôt de bien vous approprier les œuvres, et de lire bien les préfaces des éditions, parce que ça vous permet de mieux comprendre le cours quand vous arrivez au début de l'année aussi. Et voilà, je pense que c'est déjà bien pour l'été. Si vous faites des langues anciennes, reprendre votre grammaire, parce que vous n'aurez pas forcément le temps, surtout les points où vous savez que vous êtes un petit peu bancal. Grammaire, s'approprier les œuvres, c'est déjà bien. Alors après, j'ai eu des remarques, des idées reçues, des clichés par rapport au fait que c'est un concours qui n'a pas de sens, qui est plus historique qu'autre chose. Alors, gros sujet, à mon avis, c'est pas exactement le cas. Donc, par rapport à l'idée que c'est un concours qui a un sens historique, c'est assez vrai. Dans le sens où être agrégé, ça a encore un peu du prestige de dire qu'on est agrégé. Pour moi, le CAPES, c'est un concours qui est difficile aussi et qui demande complètement d'autres compétences, qui demande déjà beaucoup plus de pédagogie et de compétences qui sont nécessaires à l'enseignant, alors que l'agrégation, c'est plus un concours qui va demander de l'érudition. Évidemment, il faut un minimum de pédagogie, parce que quand on fait les oraux, ils évaluent aussi le fait qu'on est capable d'expliquer quelque chose, de répondre à des questions difficiles, etc. etc. Mais c'est pas comme au CAPES où les épreuves sont vraiment faites pour former l'enseignant et pour voir si on est capable d'enseigner, d'être devant une classe, d'être devant des élèves, de répondre à leurs besoins, d'être capable aussi de répandre les valeurs de la République et de faire des élèves des citoyens. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas du tout cette formation-là pendant l'agrégation, parce que du coup on arrive en année de stage avec un peu les mains dans les poches à ce niveau-là, et je trouve ça dommage. Moi, j'avoue que c'est ce qui m'intimide un peu, parce que j'ai l'impression d'avoir des lacunes par rapport aux certifiés. Des lacunes qu'on comble, j'imagine, pendant le stage. Et voilà, il faut apprendre sur le tas, mais je trouve que pour le coup, le CAPES, c'est aussi assez difficile, parce qu'il faut mobiliser des compétences complètement différentes. Alors, à ce niveau-là, du coup, peut-être que l'agrégation, c'est un concours qui devient un peu obsolète, dans le sens où les compétences qu'on nous demande, c'est surtout des compétences d'érudition, d'apprendre un programme immense très rapidement, parce qu'on a quand même 14 œuvres au programme en lettres classiques, de super bien maîtriser son grec et son latin et tout. Souvent on pense qu'au CAPES les épreuves sont plus faciles, c'est pas forcément vrai, je trouve non plus, parce que cette année par exemple, ceux qui ont passé l'agrégation et le CAPES ont trouvé que les versions du CAPES étaient plus dures que les versions de l'agrégation, et la dissertation était aussi apparemment assez difficile sur la mort du roi Arthur. Et alors par rapport au fait que c'est plus un concours mais un examen, à cause du manque de candidats par rapport au nombre de postes, du coup non, parce que il y a plus de candidats que de postes, donc ils sélectionnent et ils éliminent. Et par contre au CAPES là c'est plutôt l'inverse, dans le sens où aux oraux il y avait il me semble beaucoup moins de candidats que de postes, mais c'est pas pour autant que c'est un examen, parce qu'ils prennent pas tout le monde. Ils prennent que s'ils considèrent qu'on peut être devant une classe. Pour moi c'est pas un examen du tout, hein. C'est pas il faut la moyenne et c'est bon, c'est réglé. C'est un concours dans le sens où on est quand même notés les uns par rapport aux autres, et où il y a un classement. Après c'est vrai que peut-être l'agrégation est un peu moins difficile qu'elle était il y a 30 ans, mais on n'apprend plus le latin à partir du primaire quoi, donc bon.
Il y en avait deux aussi qui concernaient particulièrement le métier de prof. Donc une serait que l'agrégation ne permet que de devenir prof à la fac. Donc non. L'agrégation, c'est un concours de recrutement d'enseignants du second degré. On commence tous au collège et ou au lycée. Donc non, c'est pas fait que pour enseigner à la fac. Par contre, il me semble que c'est beaucoup plus difficile quand on est certifié d'avoir un poste à la fac parce que la plupart du temps il faut quand même l'agrégation et une thèse. Donc c'est vrai que pour enseigner dans le supérieur c'est un peu plus compliqué quand on n'est pas agrégé, mais l'agrégation ça veut pas dire qu'on va être directement envoyé à la fac, il faut encore faire de la recherche après et tout, donc c'est pas une porte directe qui emmène vers la fac. Et ensuite un autre cliché ou une autre idée reçue, c'est que l'agrégation ça permet de travailler moins pour gagner plus. Alors là je vais sortir les données de l'éducation nationale. Alors là ce qu'ils ont sur le site de l'éducation nationale c'est le barème de 2022, mais il a un peu changé là récemment je crois, parce qu'ils augmentent les indemnités mais ils baissent les salaires officiels. Donc par rapport au salaire, un stagiaire certifié à mi-temps, donc le stage comme je vais faire, mais moi je suis agrégée, donc pour les stagiaires à mi-temps qui sont certifiés, leur revenu mensuel net de base c'est 1573 et la première année d'enseignement à plein temps c'est 1928 € net, et au bout de 4 ans, donc à l'échelon 10, les professeurs certifiés montent à 2500 environ euros net de revenus nets mensuels. Alors ces salaires-là, c'est les salaires de base. C'est différent si on est professeur principal, si on est professeur dans des classes qui requièrent des formations supplémentaires, par exemple les classes Ulysse, ou les classes de SECPA, etc. Donc je crois que les salaires sont calculés différemment en fonction des différents types de classes qu'on a et des différents élèves qu'on a, mais ça c'était à peu près pour la base. Des professeurs agrégés, alors pendant le stage on gagne 1761 € net, donc il y a 200 €, il y a 200 € de différence. Et au bout de 4 ans, donc à l'échelon 10, on est au-dessus de 3000 € de rémunération mensuelle nette. Donc c'est vrai que c'est un peu supérieur. Il y a une différence de salaire quand même qui est assez importante, et c'est pour ça qu'une grande majorité quand même des étudiants passent maintenant à l'agrégation, parce que c'est quand même un peu plus attractif. Et au niveau des horaires, les professeurs agrégés ont une obligation réglementaire de 15 heures. Leurs collègues certifiés, professeurs de lycée professionnel et professeurs de l'enseignement général de collège, ont une obligation réglementaire de 18 heures. Donc il y a 3 heures de différence qu'on doit passer en classe. Donc le minimum pour un agrégé c'est 15 heures, le minimum pour un certifié c'est 18 heures. Enfin on est un peu moins longtemps au travail, donc à l'établissement, mais on travaille aussi beaucoup à la maison. Donc tout ça, ça contient les corrections de copies, ça contient les préparations des cours, les préparations des contrôles, et les organisations des sorties, etc. Donc tout le travail qu'on fait autour de ce qui se passe en classe, c'est-à-dire qu'on va pas juste en classe, on improvise un truc et puis on part, quoi. Il y a du travail à côté. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo a répondu un peu à vos questions, et voilà, moi j'espère vraiment que vous passez un bon été si vous vous projetez dans
dans la préparation d'un des concours de l'enseignement. Je suis tout cœur avec vous, j'espère vraiment que vous y arriverez et que vous passerez une bonne année malgré toutes les difficultés qu'on rencontre quand on passe un concours de l'enseignement. Mais bon, vous savez que si vous avez besoin de réconfort, vous pouvez toujours venir sur ma chaîne. Je vais être en stage, donc je suis techniquement aussi encore à moitié étudiante, et puis ensuite j'aimerais bien faire une thèse, donc je vous parlerai de ça à ce moment-là. Et je souhaite vraiment à tous ceux qui préparent les concours de réussir. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas définie par vos résultats au concours. Je sais que c'est difficile, surtout quand on doit le passer plusieurs fois. Si vous devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que le plus gros cliché qu'on a sur l'agrégation, c'est que c'est une année de solitude, et de tristesse, de déprime énorme, alors qu'en fait ça peut être une année vraiment au contraire d'entraide, de fraternité, de solidarité, et où au contraire on repousse ses limites, où on en apprend beaucoup sur soi-même, et où on doit, je pense, c'est vraiment, enfin pour moi c'était un impératif et j'aurais pas survécu si je l'avais pas fait, où on doit aussi trouver du temps pour soi, pour développer ses passions. C'est aussi ce qui nous rend intéressant ensuite en tant que professeur et qui nous permet de rester des humains et pas juste des robots qui acquièrent des connaissances et les recrachent, parce qu'au final le métier de prof c'est un métier humain et qui demande d'autres compétences que juste des connaissances théoriques sur des œuvres littéraires. Ça demande aussi voilà, d'autres compétences humaines. Et donc si je peux vous donner un conseil, c'est évidemment de vous concentrer pendant l'année là sur votre concours, mais aussi de vous dire d'essayer de voir un tout petit peu plus loin et de vous projeter dans votre vie de prof ensuite, pour vous rappeler que ça suffit pas d'avoir des bonnes notes au concours, et que le métier de prof c'est complètement autre chose, et que voilà, les compétences, les difficultés que vous avez, elles sont pas déterminantes de votre qualité de professeur ensuite. Donc voilà. Je me dis un peu ça à moi aussi, parce que j'avoue que j'ai un petit peu peur. Enfin, je suis un petit peu... je suis impatiente et en même temps, je suis un petit peu stressée de commencer à enseigner, parce que j'ai jamais trop fait ça. Après, je crois en moi, je pense que j'en suis capable et je pense que je vais aimer ça en plus. Donc voilà, mais je sais que c'est intimidant quand même, et que ce sera pas une année forcément beaucoup plus facile que celle de la grecque, parce que je vais devoir travailler d'autres choses, développer d'autres compétences. Mais bon, j'ai hâte, et de toute façon je vous emmènerai avec moi dans cette aventure, même si j'ai pas prévu non plus de trop parler de ma vie de prof, mais voilà, je vous parlerai un petit peu de comment ça se passe, ma formation en tant que prof, de comment je vis la préparation des cours, le côté humain aussi un petit peu évidemment du métier, et puis comme je suis affectée dans l'académie d'Orléans-Tours, on va changer un peu de décor, donc j'ai hâte qu'on visite un petit peu aussi ce coin-là tous ensemble sur la chaîne. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravie de vous écouter. En tout cas voilà, je vous souhaite bonne chance pour votre année d'agrégation, ou de CAPES, et, ou les deux, parce qu'il y en a qui passent les deux en même temps. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.